Sud Radio, midi 13h, prenez la parole, Philippe David. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet ô combien sensible dans Prenez la parole, s'il en est évidemment, l'euthanasie, avec vos invités Philippe David. Bien sûr, vous auditeurs, auditrices de Sud Radio, vous réagissez au 0826 300 300. Si on aborde ce sujet, aujourd'hui Philippe, c'est à l'occasion de la sortie prochaine du livre d'Anne Baird, le tout dernier été consacré à son combat pour le droit à l'euthanasie, un livre qui sortira le 9 octobre chez Fayard. Absolument, comme tous les mardis dans Prenez la parole, vous l'avez rappelé Pierre-Mel Tisnès, nous allons aborder un sujet de société. Un sujet particulièrement dur aujourd'hui puisqu'il s'agit du suicide assisté et de l'euthanasie qui revient sur le devant de la scène avec le livre à venir de Anne Baird, livre intitulé Le tout dernier été qui sortira bientôt chez Fayard. Un livre pas comme les autres puisqu'il sortira après le décès d'Anne Baird, Anne Baird ayant décidé d'aller mourir en Belgique où l'euthanasie est légale. Anne Baird est en effet atteinte de la maladie de Charcot, qu'on appelle également sclérose latérale amyotrophique. Une maladie neurodégénérative qui provoque une paralysie progressive de l'ensemble de la musculature squelettique des membres, du tronc, y compris les muscles respiratoires, et de l'extrémité céphalique. Une maladie incurable dont la moitié des malades meurent dans les 3 ans suivant le début de la maladie. Parmi ces victimes célèbres et récentes, on pense au tennisman français Jérôme Goldmar ou au rugbyman sud-africain Jos van der Westhuizen, tous deux décédés en 2017 de cette terrible maladie. C'est un sujet difficile, mais un sujet qu'il faut évoquer, puisque nous pouvons malheureusement toutes et tous être frappés. Peut-être avez-vous été confronté à ce type de drame à travers un ou une de vos proches. Nous attendons bien évidemment nos témoignages au 0826 300 300. Pour en débattre, Irène Frein, membre d'honneur de l'ADMD, écrivaine qu'on connaît bien sûr, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, auteur du livre La bataille de l'euthanasie, publié chez Salvatore. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Gilles Verviche, philosophe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Bernard-Marie Dupont, qui est avocat et médecin. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On va commencer avec vous, Bernard-Marie Dupont, comme vous êtes à distance. Je vous demandais d'ailleurs à tous les 4 de citer, de commenter une citation de Voltaire dans Mérope. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. Oui, alors, puisque je commence, la question de la liberté, Camus l'avait dit aussi, est du choix ultime, d'éventuellement de se donner la mort, de l'instant de la mort, c'est vraiment la question fondamentale. Ma position philosophique a toujours été la même, c'est-à-dire qu'on est face à des drames humains, entièrement d'accord. Il n'y a pas de solution idéale. Maintenant, pour des raisons philosophiques et juridiques, je suis moi personnellement favorable à une exception, mais pas une légalisation. Voilà. Et quel est le distinguo que vous faites entre l'exception et la légalisation ? Parce que je rappelle, vous êtes à la fois médecin, donc on va dire le côté médical, et avocat, le point de vue légal. Oui, alors je n'exerce que la profession d'avocat pour l'instant, puisqu'on ne peut pas exercer les deux. Ce que j'ai vu en tant que médecin pendant de longues années, c'est que les soins palliatifs, par exemple, ou d'autres solutions alternatives apportaient beaucoup d'aide. Mais évidemment, on ne peut pas supprimer ni toutes les douleurs, ni toutes les angoisses, ni évidemment la question philosophique qui est celle du choix, etc. Ce que moi, je mets comme différence, c'est l'exception, on l'encadre strictement, elle reste une exception à un principe qui est celui de l'interdiction, alors que l'euthanasie légalisée, à mon sens, c'est la porte ouverte à un tas de dérives en tout genre, et quand je vois le coût que représente par exemple la vieillesse et le très grand âge et l'absence de réelle structure pour tout ce qui arrive dans les années futures, moi j'ai une vraie crainte qui est celle de la dérive. Voilà. Irène Frein, vous êtes romancière, membre d'honneur de l'ADMD. Je vous cite Voltaire. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. Il faut bien entendre cette phrase. Ça s'applique à des choix, par exemple, parce qu'on a tout perdu, par exemple un amour ou une entreprise ou tous les biens qu'on possédait. Mais aussi, il y a la maladie. Et la maladie incurable. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Moi, je suis venue ici pour parler de la fin de vie quand on est atteint d'une maladie incurable pour laquelle la science, la médecine, n'a pas de solution. Et donc, dans ce cadre-là,
qu'est-ce qu'on fait ? Je pose la question, est-ce que, comme nous sommes animés toute notre vie, tant que nous sommes en bonne santé et que nous avons Que tout va bien. que tout va bien, nous sommes animés d'un sentiment d'éternité. Par exemple, tous ces se sent immortel quelque part. septuagénaires, même octogénaires maintenant en pleine forme, Même nonagénaire en pleine forme absolument, aujourd'hui. qui vous parlent des personnes âgées. Voyez-vous, moi j'entends ça tous les jours. Donc, le problème, c'est que les lois sont faites par des gens en bonne santé, qui peuvent se permettre de poser des problèmes philosophiques. Ils ont raison, parce qu'on ne fait rien sans aborder par la porte de la réflexion philosophique, le doute philosophique, le débat. Mais là, quand on est en fin de vie, à tout âge, parce qu'on ne meurt pas par rang d'âge, j'aimerais bien le rappeler vrai. aussi. On peut avoir un drame de fin de vie. À On prend l'exemple 21 ans. Jérôme Goldmar, l'ancien tennisman qui est mort de la maladie de Charcot le 1er août. Il avait, je crois, 41 ans. Mais il y a eu un gamin de 12-13 ans au Royaume-Uni il n'y a pas longtemps. Donc on ne meurt pas par rang d'âge. Le problème est celui du libre arbitre et de la conscience. Et chacun de nous, ayant vu un proche confronté à ça, est ramené à sa propre condition, comprend l'éphémère de sa vie, sa fragilité, et se dit « qu'est-ce que je ferais, moi ?» Tugdual Derville, vous êtes auteur du livre « La bataille de l'euthanasie » publié chez Salvatore, délégué général d'Alliance Vita, donc contre l'euthanasie. Je vous recite Voltaire, « Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. » C'est vrai que l'expression sur un sujet, vous l'avez dit, extrêmement douloureux, la mort est un devoir, me hérisse. Je me dis qu'effectivement, c'est ce qui risque d'arriver. Si une société considère que pour une personne gravement malade, l'euthanasie est comme un devoir réciproque, comme si elle devait réussir sa sortie pour ne pas nous imposer et s'imposer cette maladie, il y a derrière cette grande ambivalence que nous avons par rapport à la souffrance. Moi, j'ai envie de citer La Fontaine, La mort et le bûcheron, que j'ai mis en exergue de mon livre, parce qu'on s'aperçoit que nous sommes par rapport à ces sujets, et Irène Frein l'a dit, comme dans une hésitation entre le déni, l'envie d'éviter, mais si c'est se jeter dans la gueule du loup pour l'éviter, je pense que c'est un grand risque. Et je pense aujourd'hui, on n'en parle pas assez souvent, à toutes ces personnes qui, avec cette maladie, que vous avez évoqué, la maladie de Charcot, et à tous leurs proches. Qu'on connaît également sous le nom de sclérose latérale amyotrophique. Qui vont jusqu'au bout d'un parcours, qui prennent soin les uns des autres, qui vivent et qui témoignent aussi de la vitalité de ces personnes et de leur dignité jusqu'au terme de leur vie, à tous ces soignants, parce que l'immense majorité, ceux que vous avez cités d'ailleurs, qui sont morts de ces maladies, J'ai cité deux anciens champions qui sont décédés en 2017. Ont été accompagnés par leurs proches, ont été accompagnés par la médecine. Et il y aurait quelque chose d'extrêmement décourageant de laisser croire à notre société que face à ces patients, il faudrait anticiper plutôt que d'accompagner. Alors je sais que c'est vrai, évidemment, j'ai lu le témoignage d'Anne Bert pour ce qu'on en a dit. Je dois avouer que j'ai un malaise, un grand malaise avec cette promotion que je suis obligé de faire avec vous d'un livre qui n'est pas encore sorti et qui va sortir d'après... C'est pas une promotion du livre, c'est un débat qu'on fait avec des pros et des anti. Oui, mais vous voyez bien que le plan de sortie de ce livre, il nous met en situation difficile puisque l'auteur devrait, d'après ce que j'ai compris, mourir avant la sortie du livre. C'est cela. Mais est-ce qu'elle a encore la chance de vivre ? Est-ce qu'elle va faire comme l'a fait cette jeune Belge qui avait obtenu l'euthanasie et qui au dernier moment y a renoncé en disant que finalement elle pouvait vivre ce temps ? Vous voulez parler de l'ancienne championne paralympique ? Marie Vervoort. Oui, je ne pensais pas à elle, mais à une autre jeune fille qui au dernier moment a dit finalement non, je vais rester. C'est-à-dire que est-ce que derrière ce plan, il n'y a pas une sorte d'obligation qu'on se donne à mourir dans un état de maladie avancée, mais sans aller jusqu'au bout de cet accompagnement. Là, moi j'ai une crainte de ce côté. J'aimerais que Anne Bert nous donne et se donne la chance de vivre ces moments jusqu'au bout. Gilles Verviche, vous êtes philosophe. Je vais vous demander de citer un autre philosophe, Voltaire, de le commenter. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. Oui, alors je serais pas totalement d'accord avec la notion de devoir et puis d'où après les débats qui s'en suivent. Moi, je dirais que c'est ce que revendiquent sans doute les pro-euthanasie, pour le dire vite, c'est que la mort est au moins un droit. Je ne sais pas si le fait de donner le droit à certains de mourir
nous amène à une obligation. Le premier intervenant parlait de... Bernard-Marie Dupont. Voilà, Bernard-Marie Dupont disait que il faudrait du coup légiférer, encadrer l'exception. Alors moi je vois pas bien comment on peut encadrer une exception. Enfin, c'est vrai qu'il y a des problèmes philosophiques, on pourra peut-être en parler. Il y a des problèmes philosophiques, il y a des problèmes éthiques, il y a Voilà, des problèmes médicaux, il y a des problèmes humains. Voilà, mais après, du point de vue juridique, tout ce qui est pas interdit est autorisé, et quand la loi autorise quelque chose, elle doit donner les moyens de l'appliquer. Donc, il paraît difficile d'encadrer, de légiférer sur une exception, parce qu'à partir du moment où c'est une exception qui est inscrite dans la loi, ça veut donc dire que c'est légalisé. Enfin, ça paraît un petit peu contradictoire. Et puis après, je sais pas si on va obliger les gens à mourir. Enfin, on donne l'exemple de celle qui a finalement renoncé à mourir. C'est pas une condamnation à mort. Je veux dire, si c'est un choix libre, on peut toujours jusqu'au dernier moment dire non, on va pas enfermer quelqu'un dans une pièce en disant c'est trop tard, vous avez voulu euthanasier. Je pense que jusqu'au dernier moment, on doit pouvoir. On n'est pas obligé, on n'est pas condamné par les autres. On peut revenir quand on veut. Bernard-Marie Dupont, on entendait ce que Gilles Verviche nous disait à l'instant sur la notion de droit. C'est justement cette question d'assistance à la mort qui pose problème, selon vous ? Alors, elle pose problème en différents termes. Je suis entièrement d'accord, philosophiques, médicaux et juridiques. Sur la question juridique, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais autoriser l'euthanasie, légaliser l'euthanasie, c'est-à-dire le droit à donner et à revendiquer comme un droit au sens juridique la mort, ça me semble très compliqué juridiquement parlant. Alors, je suis entièrement d'accord avec l'intervenant philosophe pour dire que du coup, l'exception est aussi extrêmement compliqué. Je voudrais rebondir sur un point d'accord que j'ai avec Irène Frein qui dit les lois sont faites par des gens en bonne santé. C'est vrai. Entièrement d'accord. Un des grands problèmes que personne, j'exagère peut-être, mais à peine ne semble vouloir prendre en considération, c'est l'arrivée massive du 4e âge, qui est quand même un âge qu'on a ajouté à l'humanité, à l'histoire de l'humanité. Et avant, il y a quelques années, on mourait dans le 3e âge, qui était celui du départ en retraite, qui était aussi celui dans lequel on mourait. Aujourd'hui, on entre en retraite, on entre dans le 3e âge, puis il y aura un temps pour le 4e âge. Bon. Or, les structures existantes sont très nettement insuffisante. Donc il y a la question du grand âge. Et ensuite, il y a la question aussi des maladies qui évoluent, dont la connaissance évolue. Et pour parler de la maladie de Charcot, c'est vrai que c'est pas une maladie facile. Jusqu'il y a quelques années, on avait c'était compliqué d'accompagner. C'est vrai que même la médecine palliative, même la science arrive par des sédations, on arrive à accompagner. Ce qui n'est pas miraculeux, mais quand même. Et pour rebondir aussi sur une autre affirmation, une autre interrogation d'Irène Frein sur la question du libre arbitre. Choisir, c'est bien. Est-ce que le choix est définitif? Est-ce qu'on peut faire le choix de la mort, c'est un choix définitif, il n'y a pas de voyage retour. Et juste un contre-exemple, parce qu'il faut toujours donner un exemple et un contre-exemple. Moi, je suis aussi professeur de philosophie. Une de mes profs, Mireille, est décédée de la maladie de Charcot. Elle était sympathisante à DMD, groupe et association que je respecte. Elle avait choisi de mourir si elle a eu la maladie de Charcot, terrifiée au départ, et finalement elle a dit je souhaite vivre jusqu'au bout sans nécessairement, etc. Bon, et elle a choisi d'affronter cette fin de vie qui a été plus pacifiée que on ne le craignait. Donc la question se pose aussi dans les deux sens. Nous avons tous des exemples, des contre-exemples. La question n'est pas si simple. Et moi, ma peur, elle est là. C'est la question de cette revendication d'un droit à qui laisse de côté un certain nombre de questions en évacuant par la société des problèmes. Peut-être qu'on traite les conséquences et non pas la cause. Quel est le but de la médecine? Est-ce qu'on a vocation à guérir de tout? D'être dans la toute maîtrise aussi. Pas oublier que nous sommes dans une société qui semble avoir peur de la non-maîtrise. Il faudrait tout maîtriser jusqu'au bout. On va marquer une petite pause sur Sud Radio et revenir juste après pour continuer ce débat sur l'euthanasie. Sud Radio, merci de nous suivre, il est 12h24. Sud Radio, 12h, 13h, prenez la parole, Philippe David.
Et nous sommes toujours sur Sud Radio. Dans Prenez la parole, on aborde aujourd'hui la question de l'euthanasie à l'occasion de la sortie du livre d'Anne Bert, dernier été, chez Fayard. Philippe David, je vous laisse vous inviter. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez réagir au 0826 300 300. Irène Frein, vous êtes écrivain, je le laisse au masculin, même s'il faut tous féminiser. Comme vous m'avez vous dit voulez. avant de rentrer que ça vous posait pas de problème. Membre d'honneur de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Anne Bert, dans son livre, projette sa colère contre la loi actuelle qu'elle qualifie d'hypocrite. La France proscrit seulement, puisque la France proscrit seulement l'acharnement thérapeutique. Elle dit bon sang, s'il doit bien y avoir une liberté, c'est celle de choisir sa mort. Je dirais que toutes les libertés sont à revendiquer. Il y a celle-là, en effet. Alors celle-là, en effet, dans le cadre de la loi actuelle, N'est pas permise. et surtout, elle est très inégalitaire, cette liberté. C'est-à-dire que quand on a 20 000 euros dont on a à disposition, on peut choisir sa mort en France. Rien n'est plus facile. On va en Suisse. Ensuite, Elle va en j'explique, elle va en Belgique. Belgique parce qu'en Belgique, elle a eu des relations qui lui ont permis de rencontrer des Oui. médecins. Parce qu'en Suisse, elle reproche que ça ressemble trop à un business. Je la cite, C'est puisqu'il bien faut possible. débourser entre 6 000 et 7 500 euros. Ça va au-delà. Hein. Ça peut aller au-delà. Écoutez, moi, je regarde les choses telles qu'elles sont. Je théorise pas, en l'occurrence. Il est clair que si on a un bon relationnel, une bonne façon aussi d'entrer dans les réseaux, ce qui demande une culture et un niveau social, dirons-nous, de niveau Plutôt élevé. plutôt élevé, une forme de façon, une habileté pour naviguer dans les réseaux aussi, et de l'argent, on y arrive très bien en Mais ça, c'est Europe. comme pour tout. Oui, mais c'est la mort Oui. qui rase tout, vous en conviendrez. Absolument. La Je crois faucheuse, que- comme on dit, la Eh camarde. oui, là, devant cette évidence, c'est incontestable. Donc, ce que je trouve, moi, terriblement choquant, parce que je viens d'un milieu très simple, c'est que précisément s'il y a un de chaînon de la vie, où l'égalité doit être La absolue, plus parfaite possible. c'est la naissance et la mort, et particulièrement la mort dans la douleur. Vous savez, je vais prendre un autre exemple. Très longtemps, il n'y avait en France que les femmes de la très haute société qui pouvaient avoir accès à l'accouchement sans douleur. Je trouve d'ailleurs que les hommes qui font souvent les lois, les mâles font les lois, pardon, vous allez trouver ça féministe, etc. Moi, je ne suis pas une excitée du féminisme, mais ce sont souvent les hommes qui font les lois. S'ils avaient Il y a des hommes très bien. accouché Autour de cette table, d'ailleurs. avec la douleur, et ce qu'on peut éprouver, ce qui m'est arrivé, le sentiment de mort imminente avec ces douleurs qu'on éprouvait, et qui étaient totalement imposées au nom aussi de la philosophie ou de religion, ils changeraient peut-être d'avis. Écoutez les témoignages des femmes d'âge, dirons-nous, là-dessus. Parce qu'on entre dans des régions où on préférerait crever que de supporter ça. Même si on a envie d'avoir un enfant, on est prêt à mettre son enfant. Alors, je voudrais quand même dire ça au départ. Et finalement, à un moment, la pression, puisqu'on avait les moyens d'arrêter de calmer ces douleurs et de les rendre tout à fait absentes, la pression de l'opinion publique a été telle, pourquoi est-ce qu'il faut souffrir ? Et en fait, on vous répondait, bah oui, tu accoucheras dans la douleur, etc. Et finalement, les autorités ecclésiastiques, devant la pression de l'opinion mondiale, ont fini par dire, en l'occurrence le pape, oui, c'est complètement stupide. Donc, je suis bien d'accord que le débat n'est pas le même, puisqu'il y a le droit de vie et de mort octroyé par l'euthanasie à un tiers. Mais moi, ce que je revendique, c'est le droit, en fin de vie, de pouvoir donner au minimum mon avis. Je ne suis pas dans la maîtrise, parce que je sais aussi, je suis très sensible à ce que dit ce médecin, qu'on peut en effet dire non, bon, ben, je vais le vivre jusqu'au dernier moment avec mes C'est un proches, problème de liberté le don de individuelle. la vie, etc. C'est un problème de liberté individuelle, mais je voudrais souligner que juridiquement, on peut très bien arriver, on l'a fait dans d'autres cas, encadrer
avec subtilité ces questions de liberté individuelle. Or, c'est ça qu'on ne refuse pour l'instant. Tugdual Derville, vous êtes délégué général de l'Alliance Vita, auteur du livre La bataille de l'euthanasie, publié aux éditions Salvator. Vous avez entendu ce que disait Anne Bert, vous avez entendu ce que disait Irène Frein. D'ailleurs, c'est passionnant. Irène Frein a parlé de la naissance. Vous passez régulièrement chez Brigitte Lahaie, 14 à 16 sur Sud Radio. Et c'est toujours le retour d'Eros et Thanatos qui viennent ensemble quelque part. Mais c'est vrai oui, en plus. parce que ça fonctionne comme ça. C'est les Non, deux, mais les Ça deux m'a donné chaînes. envie de remercier Irène Tugdual Frein Derville. et toutes nos mères, grand-mères, arrière-grand-mères. Et aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'avoir la péridurale, mais de les remercier d'avoir traversé ces ravins Pourquoi de la les mort. remercier? Et parce que grâce à ça- Les ont subis. Ben oui, mais grâce à ça, j'ai la vie. Et donc, je m'en réjouis. Toute Oui, ma mais vie, depuis 40 ans, on a la vie sans ça, Tout cher à fait, monsieur. mais je m'en réjouis aussi. Je m'en réjouis aussi, Mais mais ne me remerciez pas pour les douleurs que j'ai éprouvées. non, pas ça. D'avoir donné la vie, je trouve que c'est beau. Oui, voilà. c'est beau, mais on n'est pas obligé, comme on disait, de... Je suis désolé d'avoir à vous remercier, Oui, remercier. d'avoir envie de le faire, mais j'aurais espéré on va que vous rappeler quand même accueilliez. que Irène Frein n'est pas la mère de Tugdual Derville, Non, soit non. dit en passant. Non, mais je trouve que c'est très beau. Je vous aurais éduqué autrement si j'avais été votre mère. Ma mère est magnifique. Il voulait dire un truc gentil au début. Et je la hein. remercie. Moi, j'estime que j'ai Mais pas vous à avez être parlé- remercié. Oui, non, On n'a chacun pas à son être tour. remercié de souffrir. Non, j'ai pas remercié laisser pour ça, mais- s'exprimer Tugdual Derville. Mais vous avez parlé d'égalité. Et moi, ce qui me choque beaucoup, c'est l'inégalité devant la vie, c'est-à-dire l'inégalité dans l'accompagnement des personnes, l'inégalité dans l'accès aux soins palliatifs, Ça, c'est un l'isolement vrai des problème. personnes âgées. Et donc, je crois que là où véritablement on peut s'insurger, mais s'insurger ensemble, c'est est-ce que il faut vraiment, pour éviter la douleur, recourir à l'euthanasie? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui en France, heureusement, parce que Moi, je parle comme pas dans d'autres d'euthanasie domaines jamais, cher de monsieur. suicide assisté, Je suis jamais oui. dans l'idée de l'euthanasie, Mais en tout cas, c'est qui est un mot qui est étranger à mon vocabulaire, sauf pour condamner Oui. ces gens qui s'en revendiquent. Moi, je Mais c'est le sujet prône du- la liberté et en tout cas l'étude de l'encadrement de cette liberté. Nous sommes 90% en France dans l'opinion publique sur ce point. Oui, mais voyez, moi je crois que l'enjeu, effectivement, c'est un choix de société majeur. Est-ce qu'on va tout faire pour lutter contre la douleur, contre les souffrances morales, les souffrances sociales et spirituelles qu'il y a en fin de vie? Est-ce qu'on met les moyens là-dedans ou est-ce qu'on va aller vers ce que je pense être la solution de facilité, c'est-à-dire d'éteindre les personnes. Et alors on dit qu'elles l'ont choisi, mais on s'aperçoit par exemple dans l'Oregon, où il y a ce suicide assisté, dans l'Oregon, près de la moitié des personnes qui recourent à l'euthanasie disent que l'un des motifs principaux, c'est le fardeau qu'elle représente pour le reste. Moi j'ai envie de dire aux personnes souffrantes, à leurs proches, aux soignants, non, vous avez votre place au sein de la société. Je n'accepte pas qu'on vous considère comme des fardeaux. Je n'accepte pas qu'on juge une personne selon sa supposée utilité. Je pense que les plus vulnérables, c'est mon expérience personnelle, parce que ma vie a basculé dans le bonheur à la rencontre d'enfants porteurs de handicap, c'est que les plus vulnérables nous disent beaucoup de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que faire preuve d'humanité? C'est se pencher vers un plus fragile, c'est en prendre soin, c'est le soigner. Donc les soignants ont une vocation extraordinaire. Bien sûr, il y a beaucoup à faire, il y a encore beaucoup de scandales dans l'accompagnement. C'est absolument inadmissible que des gens en viennent à demander à mourir parce qu'ils souffrent trop, mais c'est l'enjeu de l'accompagnement qui est posé et pas celui effectivement de l'euthanasie. Gilles Verviche, avant d'aller au 0826 300 300. On Oui. est inégaux devant le droit à mourir, comme disait Irène Frein. Sans doute, puisque à partir du moment où on est On a le bon carnet d'adresse. dans ce vide juridique, effectivement, il y a toujours ceux qui arrivent à trouver le moyen. Mais sur le débat qui vient d'être lancé, il y a cette idée qu'on veut absolument. Pourquoi vouloir, par ailleurs, prolonger la vie absolument? Enfin, il y a l'idée de considérer que la vie par elle-même a une valeur absolue, quelle que soit sa forme. C'est-à-dire, même si on souffre, il faudrait qu'on vive encore et qu'une vie de souffrance vaudrait mieux qu'une mort sans souffrance. Alors, puisque j'ai plus ou moins une formation de philosophie, moi je pense plutôt à Épicure, qui dit que le sage Absolument. cherche la vie non pas la plus longue, mais la plus agréable, qui dit que quand on meurt, on ne souffre plus. Voilà. Ce qui reste à démontrer si l'enfer existe, soit dit en passant. Voilà, quand on dit qu'on veut faire durer la vie, c'est vrai que la question c'est quelle vie, quoi. Enfin, faut dire, il y a la vie organique, C'est-à-dire que animale c'est et la vie une conception humaine. doloriste de l'existence qui est héritée d'une pensée religieuse et qu'on veut nous imposer. Moi, j'ai considéré qu'on n'est pas là pour souffrir, monsieur. Alors, Moi non plus. Le cadeau de la vie, excusez, c'est juste pas la s'il vous plaît, parce que souffrance. vos propos font réagir au 0826 300 300. On a Ghislaine qui nous appelle de Castelnau de Montmirail dans le Tarn. Ghislaine, je crois que vous avez eu une expérience particulièrement sensible à nous raconter. Bonjour Ghislaine. Bonjour Ghislaine. Oui, bonjour à tout le monde.
Eh ben oui, vous voyez, là, ça va faire bientôt 7 ans que j'ai perdu mon ami. Donc, je suis en pleine période de flashback au niveau de la fin de vie que j'ai cru être costaud, que j'ai voulu faire à la maison. On ne m'a pas aidé. La médecine s'est bien moquée de moi. Il est mort dans la souffrance. Il ne pouvait plus déglutir. Il ne pouvait plus prendre sa méthadone parce qu'il n'a pas eu le droit à la morphine. Donc, j'ai assisté à tout ça. La méchanceté de ma famille, la méchanceté de la médecine. Donc moi, en étant malade aussi, je crains la seule chose, c'est d'être entre les mains des médecins et d'être dans l'impuissance de pouvoir contrôler ma fin de vie. Et je suis complètement d'accord avec la dame. Irène Frein. Je voudrais bien qu'il y ait plus de gens comme elle qui, parce que moi j'ai du mal de parler, mais elle défend très bien l'euthanasie. Non, et pas l'euthanasie, moi, le droit de choisir. Voilà, le droit de choisir, voilà, Mais exactement. Ghislaine, je vais vous poser une question. On sent qu'il y a une souffrance chez vous. C'était il y a 7 ans le départ de votre compagnon. Est-ce que vous seriez pour, si on faisait une loi, par exemple, d'aller chez un notaire ou devant un avocat ou un juge pour faire vos volontés en disant, par exemple, si j'ai telle maladie et que je ne peux plus faire ceci ou cela, je demande à ce qu'on mette fin à mes jours. Vous seriez partisan de ce type on va appeler ça de contrat légal? Eh bien, écoutez, moi, je suis pas riche, mais bon, j'ai fait mon petit testament au notaire et je dis sur ma lettre que je ne veux pas avoir l'acharnement thérapeutique. En fin de vie. Voilà, merci, madame. Et je l'ai marqué parce que comme je n'ai pas de famille, je tiens à le marquer. Voyez. Vous avez aussi Donc, la ça, je l'ai possibilité de faire ce qu'on appelle des directives anticipées avec l'association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est un papier que vous avez sur vous, vous le transportez à côté de votre carte vitale et vous le présentez dans les hôpitaux. J'ai constaté qu'il y a 3 ans, les hôpitaux ou les cliniques le regardaient d'un seul œil et depuis 2 ans, dans les dossiers d'un certain nombre d'hôpitaux, c'est proposé. Donc les choses avancent et ces directives anticipées vous permettent d'éviter une bonne partie de l'acharnement thérapeutique dont vous parlez si bien. Alors, je voudrais juste donner la parole à Bernard-Marie Dupont qu'on n'a pas entendu. Et on a entendu Ghislaine Ghislaine disait j'ai peur d'être dans les mains des médecins. Bernard-Marie Dupont, vous qui êtes médecin, est-ce que ça vous fait pas peur d'entendre Ghislaine dire j'ai peur d'être dans les mains des médecins? Non, ça me fait pas peur parce que moi non plus, j'ai pas envie nécessairement d'être dans les mains des médecins, dans la mesure où la question de ma maladie, de mes choix existentiels, de mes refus, de mes peurs, de mes craintes n'est pas nécessairement, pas d'abord en tout cas, une question médicale. Alors, pour rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit, la question de la douleur, pour répondre à Irène Frein, il est inacceptable qu'on ne prenne pas en charge la douleur. Il n'y a aucune valeur ajoutée à la douleur. Et en médecine, depuis pas mal d'années, il faut dire qu'au moins depuis Bernard Kouchner, il y a différents plans qui se succèdent pour combattre la douleur en tant que telle. La médecine progresse, sûrement lentement, dans ses recherches, mais on évolue. Alors par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a encore beaucoup de soignants, je rejoins la crainte de l'auditrice, qui maîtrise mal la question de la physiopathologie de la douleur. Mais il faut lutter contre la douleur. On doit pouvoir dire je ne veux plus souffrir, même si on sait que cette question est ambiguë. On va marquer une pause sur Sud Radio, on revient juste après avec David qui nous appelle de Bordeaux. Faites comme David, faites comme Ghislaine, appelez-nous au 0826 300 300 sur Sud Radio pour parler avec nous de cette question très sensible de l'euthanasie. Sud Radio, midi 13h, prenez la parole, Philippe David. Et on prend tout de suite la direction de Bordeaux, d'où David nous appelle au 0826 300 300 sur Sud Radio. Bonjour David. Bonjour David. Je tiens à vous féliciter pour la mesure et l'intelligence dans le grand sens du terme. On vous entend assez mal David. Peut-être faudrait que vous éloigniez un petit peu du combiné. Non, vous rapprochez. Je tiens à féliciter vos intervenants vos invités pour la mesure et l'intelligence de leurs propos. Merci. En particulier Madame Frein. Et je voulais dire une chose. Quand un jour j'ai dit à ma mère qui me disait « Oh, je suis un poids pour vous, etc. » Je lui ai dit « Mais attends, nous avons été un poids pour toi quand nous étions petits. On ne fait que te rendre ce que tu nous as donné. »
Voilà. Bon, est-ce qu'il faut revenir, parce que pour moi l'euthanasie c'est un peu ça, au cocotier, on fait monter le malade ou le vieillard en haut du cocotier, on secoue, s'il tient le coup, eh ben il est encore bon, s'il tient pas le coup, ben il s'écrase. Une sacrée allégorie, mais on la prend quand même. Voilà. Et ce que je vous... ne me coupez pas, soyez gentils. Jusqu'à la fin de mon propos. Et donc, pour moi, je suis chrétien, catholique exactement. Et pour moi, le plus grand crime, c'est le crime que l'on commet contre soi-même et pas contre un tiers. D'ailleurs, les Britanniques, à une époque, je ne sais pas si ça continue toujours, faisaient passer en jugement pour crime, pour tentative de crime, d'assassinat, tous les gens qui avaient raté leur suicide. C'est très ancien, mais je crois que c'était vrai. Oui, non, mais c'est pas très ancien. Hein. Il y a 2 siècles, quand même, 2-3 Il siècles. y a 2 ou 3 siècles, oui, quand même. Ouais. Voilà. Non, mais même récemment. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que si on peut supporter la souffrance, c'est le malade ou le vieillard qui va le dire et qui va dire je peux, et j'y tiens. Si on ne peut plus, est-ce que la médecine ne peut pas faire supporter la souffrance? Si on meurt du tétanos ou de la sclérose en plaques ou des choses comme ça, c'est atroce, c'est l'étouffement, c'est atroce, c'est une torture insupportable. C'est clair. Mais justement, David, je vais faire réagir nos invités que vous avez qualifiés de très bons parce qu'on a pas mal d'appels. Gilles Vervige, vous qui êtes philosophe, qu'est-ce que vous répondez à David qui dit « Moi, je suis catholique, je comprends ce que dit Irène Frein, vous voyez, un jugement très mesuré, et dit « Le plus grand crime, c'est celui qu'on commet contre soi-même ». Quel est le point de vue du philosophe ? Alors, du philosophe, je sais pas, de moi, je pense vous êtes un peu les deux à la fois. Oui, Gilles Vervige, voilà, Gilles Vervige, qui est apprenti philosophe. Je sais pas, justement, je pense que le problème de l'euthanasie ou du suicide assisté, c'est justement la confusion entre un acte qu'on commet contre soi-même et qui est commis par un tiers. Je pense qu'on comprend philosophiquement sur les valeurs la volonté d'interdire parce qu'on a l'impression qu'on a affaire à une limite absolue puisque le principe de base de la vie en société c'est l'interdiction du meurtre, hein, tu ne tueras point. Donc oui, effectivement, voilà. Donc à partir du moment où on autorise ou on légalise le suicide assisté ou l'euthanasie, on commence à rendre la frontière floue entre le meurtre et ce qui serait une mort demandée. Voilà. Après, je sais pas au point de vue juridique si le suicide est non mais c'est vrai qu'en Angleterre, quelqu'un qui ratait un suicide était envoyé, oui, mais c'était il y a 18 voilà. ou 19e siècle. Moi, je suis pas certain. Je pense que encore une fois, c'est cette notion de droit. Ça. Voilà, c'est cette notion de droit. Et je me pose toujours la question. C'est ce que je voudrais demander à ceux qui sont plutôt contre, pourquoi un droit devrait entraîner une obligation, et le fait de donner à chacun la liberté de choisir pour lui-même, on a toujours l'impression que du coup il va être contraint par les autres à le faire. Alors c'est cette limite entre les deux qui m'étonne un peu. On va faire réagir Tugdual Derville au propos de David. On nous appelle beaucoup au 0826 300 300. Tugdual Derville, vous avez entendu David, je crois que vous êtes catholique vous-même. Et surtout, j'ai accompagné beaucoup de personnes endeuillées par des suicides ou ayant aussi tenté des suicides. Et je crois que ce qu'il faut quand même rappeler, et heureusement que les siècles ont passé, c'est qu'il y a une immense souffrance derrière la tentative de suicide. Une immense souffrance. Alors on va pas quand même rajouter un jugement à la souffrance. Et justement, ça rejoint ma posture par rapport à l'euthanasie. Pour moi, effectivement, il y a une ligne rouge à ne pas franchir pour qu'on puisse vivre en société. Mais ça ne veut pas dire se réjouir de la souffrance, ça ne veut pas dire être doloriste. Nous sommes à Alliance Vita, et c'est-à-dire le sens de nos propres directives anticipées qu'on prépare contre toute forme d'acharnement thérapeutique, contre l'espèce de vie à tout prix qui traiterait l'homme comme une machine. Vincent Humbert, c'est de l'acharnement thérapeutique. Alors, vous parlez de Vincent Humbert, c'est pas Vincent Lambert Vincent Lambert. Vincent Humbert, il est déjà mort, malheureusement. Vincent Lambert, excusez-moi. Voilà, c'est un sujet très complexe parce qu'il s'agit de savoir si le fait de l'alimenter et de l'acharnement thérapeutique ou pas. Moi, je suis pas sûr que ça soit de l'acharnement thérapeutique dans la mesure où il est par ailleurs, il n'a pas d'autres soins, mais par contre, je pense qu'il faudrait une prise en charge adaptée qui n'est pas en soins palliatifs. Il faudrait qu'il soit dans un lieu, et ça existe en France, pour les états neurovégétatifs et post-relationnels, des petites unités où il puisse avoir de la kiné, etc., ce qu'il n'a pas. Mais derrière l'enjeu, c'est pour moi de récuser, c'est les directives anticipées que nous proposons à Vita, récuser à la fois l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique, parce que nous sommes des êtres humains, et que c'est vrai qu'à partir du moment, et là c'est là peut-être que je m'oppose à vous en tant que philosophe, et j'ai entendu ce que vous disiez, nous sommes dans une société où nous avons une influence énorme les uns sur les autres. Et le regard que nous posons sur les plus vulnérables détermine très souvent le regard qu'ils posent sur eux-mêmes.
Si j'ai sur moi, quand je suis dans un lit, couché, très malade, un regard qui me fait vivre, qui reconnaît ma dignité, alors j'aurais peut-être envie de vivre. Mais si je me sens un rebut de la société, si je sens que la société espère de moi que je meure, alors je peux avoir une tendance suicidaire. Et c'est ça que je voudrais témoigner, c'est-à-dire le respect de la dignité des personnes jusqu'au bout, pour que ce goût de vivre soit donné à nos contemporains dans ces moments si difficiles. Alors justement, je pense qu'on a un témoignage au 0826 300 300 sur Sud Radio qu'on va pouvoir recouper avec ce que vous venez de nous dire, Tuc de Alderville. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes infirmière et je crois que vous avez travaillé avec des gens dans la souffrance. Voilà, j'ai travaillé en soins palliatifs d'oncologie et après en EHPAD. D'accord. Donc voilà, donc j'ai vu la souffrance, j'ai vu la difficulté des soignants, quels qu'ils soient, aides-soignants, infirmières, médecins et ASH aussi, de voir ces personnes souffrir sans rien faire en fait. Et on a du mal à accepter le côté palliatif. Les médecins sont toujours dans le curatif et les soignants ont du mal à abandonner ce côté curatif. Mais justement, Caroline, je pense que ça provoque des souffrances supplémentaires. Mais Caroline, vous qui avez été en EHPAD et en soins palliatifs en oncologie, est-ce que vous avez déjà vu des patients qui vous ont demandé de mettre fin à leur vie? Souvent. Et vous avez pensé quoi? Vous avez pensé qu'il faudrait qu'il y ait une loi? Non, j'ai pas pensé de cette façon-là. J'ai pensé, il est dommage qu'on ne trouve pas une solution pour leur souffrance, qu'elle soit psychologique et physique, soit les deux. Voilà, les deux. Voilà, qu'il n'y ait pas d'autre solution, qu'on leur donne pas encore une vie possible, parce que souvent, à part leur souffrance, il n'y a plus rien dans leur vie, et ça, c'est horrible. C'est terrible. C'est juste abominable, et je les comprends, de demander à ce moment-là de finir. Bien sûr. On en parlait pendant On est encore là quand même, hein. Et il y a des fois en EHPAD où j'ai regretté d'arriver trop tôt dans une chambre. Je vous le dis, franchement, en tant qu'infirmière. Vous avez regretté d'arriver trop tôt, que la personne ne soit pas décédée avant que vous arriviez? Exactement. C'est dur à dire, c'est horrible, mais c'est quand même mon sentiment parfois que ce qui s'est passé derrière n'était pas vraiment humain, qu'on avait oublié la vie de la personne et que peut-être c'était son choix de partir à ce moment-là. Vous avez raison de dire que c'était pas humain, parce que, et c'est là qu'on est au cœur des choses, les gens disent je souffre comme une bête, je suis réduite à l'état de bête. Qu'est-ce que ça veut dire dignité? Étymologiquement, c'est ce qui c'est ce qui est montrable. C'est la même chose que dans d'essence. Hein, c'est la même racine. Voilà. Aller à la racine des mots. Et là, on est confronté à quelque chose qui est une forme à l'autodestruction d'un corps. Alors, on va vous dire, mais ça, c'est la nature. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas tout justifier au nom de la nature. Voilà, c'est tout. Et à un moment, dans le rapport d'empathie qu'on a, parce que empathie, c'est souffrir avec, c'est éprouver avec, il y a un moment où on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Et c'est là que s'ouvre le débat. Et en effet, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut faire tout sauf n'importe quoi. Sûr. Mais si 90% des citoyens des Français sont pour un aménagement raisonnable de la fin de vie, en dehors de toute cette notion, ce drapeau qu'on nous met devant nous comme si on était des tueurs d'euthanasie, hein, on n'en parle pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui relève, non pas du confort, mais du respect de l'autre et du bon sens. Bernard-Marie Dupont, vous qui êtes médecin, vous avez entendu Caroline, qui était infirmière en soins palliatifs, qui dit parfois « j'ai regretté de rentrer plus trop tôt dans une chambre ». Alors, deux petites choses. À notre ami philosophe, effectivement, je suis d'accord avec lui, un droit ne signifie pas en réciprocité automatiquement une obligation. C'est-à-dire que le droit peut ouvrir sinon c'est plus un droit. Enfin, je veux dire, il y a une distinction forte à faire et entre-temps, il y a le libre arbitre, etc. Bon, ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai été de longues années médecin aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, etc., comme hématologue. Donc, la fin de vie, j'en ai vu beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que jamais, à aucun moment, mon but n'a été de maintenir coûte que coûte la vie. Par contre, à chaque fois, ça a été lutter contre la douleur et l'indécence
l'indignité que représentaient certaines situations. Je ne sais pas ce que peut encore avoir d'humain une vie complètement intubée, où on s'acharne, etc. Donc notre combat, moi c'est pas le mien, notre combat c'était faire en sorte que ces personnes dont on savait qu'elles étaient engagées sur un processus qui apparaissait comme irréversible, mais qui est aussi celui de la vie, puissent être accompagnées de manière la plus digne possible, c'est-à-dire en luttant vraiment contre Bernard-Marie Dupont, il nous reste même pas 2 minutes. Je vais faire réagir également Tugdual Derville et Gilles Verviche. Tugdual Derville, vous avez entendu Caroline qui a dit « Moi j'ai été infirmière en soins palliatifs, parfois j'ai regretté de rentrer trop tôt dans une chambre. » Oui, je pense à tous ces soignants qui sont confrontés, et c'est un enjeu extraordinaire effectivement de solidarité, et puisque c'est un peu le mot de la fin pour moi, je pense qu'il faudrait aussi entendre les témoignages des personnes qui ont des scléroses latérales amyotrophiques et qui vivent effectivement, même intubées. Je pense au témoignage de Damien Perrier qui a écrit un livre avec le clignotement de ses yeux. Il faut aussi entendre... Là, c'est des Lockton syndrome. Là. Non, il a c'est vraiment... aussi une SLA. Oui, tout à fait. Il a cette maladie. Et il y a également le livre d'Axel Hubert qui a parlé de son mari qui est mort aussi dans ses bras après cette longue descente, mais qui a été aussi une force de vie. Je crois qu'il faut aussi écouter ces messages pour ne pas désespérer les personnes qui vont au bout de ce chemin en s'accompagnant réciproquement. Gilles Verviche, en 40 secondes. Je regrettais de rentrer dans une pièce pour une infirmière, c'est terrible. Je pense qu'elle est dénuée aussi d'un point de vue juridique, c'est-à-dire elle sait pas ce qu'elle doit faire ou pas, puisque on est dans ce vide juridique. Effectivement, l'idée de dire ces gens qui choisissent, c'est toujours la même chose. Un droit n'est pas un devoir. Si des gens veulent continuer à vivre cette vie, se battre parce qu'ils y trouvent un sens ou je ne sais quoi, c'est pas parce qu'on va donner le droit à ceux qui veulent arrêter qu'on va obliger les autres à le faire aussi. C'est toujours la même question. Le glissement en Belgique est assez rapide. Hein. Il y a des détenus qui ont obtenu l'euthanasie parce qu'ils étaient désespérés de leurs circonstances. Il y a un monsieur qui a une pédophilie, qui souffre de cela. Il a demandé l'euthanasie pour cette raison, etc. Donc attention au glissement culturel. Merci beaucoup Tugdual Derville, auteur du livre de la bataille de l'euthanasie, publié chez Salvatore et DG d'Alliance Vita. Merci beaucoup Irène Frein, écrivain et membre de l'ADMD. Merci beaucoup Gilles Verviche, philosophe. Merci beaucoup Bernard-Marie Dupont, avocat et médecin. Merci pour ce débat passionnant et particulièrement touchant. On se retrouve bien sûr demain à la même heure sur Sud Radio.